Vous mettez de la glace sur une blessure pour guérir plus vite. Bah oui. Et vous mettez des oignons dans la maison pour éviter d'attraper le Covid-19. Ah, et vous consommez de la corne de rhinocéros pour éviter d'attraper le cancer. Bon, maintenant, faut arrêter. Je vais vous expliquer pourquoi il faut arrêter juste après le générique. Mais avant, je tiens à vous remercier encore pour votre fidélité. Et pour les nouveaux, on n'oublie pas de s'abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Allez, on est parti, go! L'utilisation du froid est encore largement conseillée pour soigner les entorses, claquages, contractures et autres tendinopathies. Il y a un nombre incroyable d'articles sur le web francophone pour vanter les vertus de la glace et du froid, de la cryothérapie. Il y a des publications scientifiques et surtout une quantité d'articles sur des blogs et des sites de running, de santé qui vous distillent les mêmes conseils véhiculés sans jamais avoir été vérifiés. Brisons tout de suite la glace. Dès lors que l'on fait preuve d'un peu d'esprit critique, la vérité s'impose. Il s'agit bien là d'une croyance. Pour rappel, une croyance, c'est un fait que l'on tient pour vrai sans avoir jamais vérifié ses fondements. Et là, on est en plein dedans car, en effet, il se trouve qu'aucune étude indépendante et sérieuse n'a jamais prouvé que le froid puisse accélérer la guérison de lésions musculaires, tendineuses ou ligamentaires. Les dernières méta-analyses qui passent en revue des centaines d'études sur le sujet arrivent à la conclusion qu'il n'existe pas de preuve tangible de l'efficacité du froid, sauf quand il est associé à une autre méthode comme la compression. Peut-être que c'est la compression qui est efficace en fait. Des études encore montrent la supériorité de la cryothérapie gazeuse sur la glace pour limiter l'édème. Bref, il est facile de trouver des biais et de prouver ce que l'on veut avec un peu d'habileté. Bon, pour la petite histoire, je vous raconte comment j'en suis arrivé à ces conclusions. Car, comme beaucoup d'entre vous, en 30 ans de course à pied, j'ai eu 2 entorses, j'ai eu 3 opérations des genoux, et à chaque fois, j'ai fait un usage intensif de glace pendant 2 longues semaines. Et puis, il y a quelques années, je suis tombé par hasard, par accident, au gré de mes recherches, sur une étude qui montrait que l'application de froid pouvait doubler le temps de guérison d'une entorse chez l'être humain. Et puis, j'ai vu l'étude de Takagi menée sur la régénération musculaire, une étude de 2011 dont je vous mets les références juste en dessous. Et cette étude nous dit que si on met du froid, eh bien, on ralentit la régénération musculaire suite à des lésions. Je me suis dit, c'est juste pas possible. C'est contraire à tout ce que j'ai entendu jusqu'à maintenant. Possible d'entendre ça? C'est impossible. Mais je me suis dit quand même, sois un bon sceptique, regarde les faits avec impartialité et puis fais-toi ta propre analyse. Tout le monde raconte la même chose, mais c'est pas toujours le plus grand nombre qui a raison. En plus, sur mes tendinites quand j'étais plus jeune, car oui, quand j'étais plus jeune, c'était des tendinites, pas encore des tendinopathies. Et puis on s'est aperçu qu'il n'y avait pas de marqueur d'inflammation dans la tendinite, et donc il a fallu trouver une nouvelle nomenclature, et donc c'est devenu tendinopathie. Bref, je ferme la parenthèse. Donc, quand j'étais jeune, j'ai toujours ressenti le froid comme étant agressif pour mes tendons, limitant leur mobilité après l'application et augmentant l'inconfort à la marche et à la course. Alors, j'ai cherché, côté francophone, on ne trouve rien qui puisse vraiment contredire le dogme. La glace contribue à réduire l'inflammation des tissus et l'application de froid est préconisée dans tous les protocoles, la plupart des protocoles de traitement, post-opératoire, post-blessure, etc. En revanche, quand on bascule sur le web anglophone, on trouve des publications très critiques dans des revues scientifiques très sérieuses et surtout des publications en très grand nombre. Et parmi toutes celles-ci, il y en a une qui a attiré mon attention, une publication du docteur Gabe Mirkin. Ce qui m'a interpellé, c'est que c'est lui qui a popularisé le protocole RICE en cas de blessure. RICE est l'acronyme de Rest pour repos, Ice pour glace, Contention pour compression et élévation. En francophonie, on utilise son équivalent, c'est le protocole grec pour glace, repos, élévation, compression. Et donc, sur son site, le docteur Mirkin, que je mets en lien ici dans la description, le docteur n'y va pas par 4 chemins. Je le cite. Les entraîneurs ont utilisé mon protocole RICE pendant des décennies, mais il apparaît maintenant que la glace et le repos complet peuvent retarder la guérison au lieu de la favoriser. Point. Alors, comment a-t-on pu se planter à ce point? Eh bien, vous allez comprendre et vous allez voir, ça fait froid dans le dos.
Ce qui ne peut pas être nié, c'est que le froid a des propriétés antalgiques, c'est-à-dire qu'il peut diminuer la douleur en endormant les terminaisons nerveuses. Le froid diminue également le gonflement des tissus en cas de blessure, ce qu'on appelle l'édème. Le raccourci est alors vite fait. Si le patient a moins mal et que l'articulation est moins gonflée, alors c'est qu'il est guéri. C'est logique. Mais c'est faux. C'est comme croire que si le signal d'alarme ne sonne plus, c'est que l'incendie est éteint. Donc, si le froid sur une blessure a effectivement des propriétés antalgiques, il y a un gros malentendu entre ses capacités à soulager la douleur, les symptômes, et à accélérer la guérison sur le long terme. En effet, le froid a de véritables conséquences sur le fonctionnement du corps. En plus d'atténuer la douleur, il est aussi vasoconstricteur, c'est-à-dire qu'il provoque une diminution de la taille des vaisseaux sanguins, de leur diamètre, et des capillaires sanguins. Nous sommes des animaux à sang chaud, et c'est une réponse au stress provoqué par le froid pour éviter de perdre des calories par les zones périphériques, comme les bras, les mains, les jambes, etc. Ainsi, ça permet de protéger nos organes vitaux. Eh bien, c'est le même mécanisme qu'on utilise pour limiter les saignements, c'est l'effet hémostatique, ou pour limiter les hématomes lors d'un choc, d'une déchirure, d'une entorse. Mais, en phase de cicatrisation, cela augmente également l'imperméabilité des vaisseaux lymphatiques, et ça va empêcher la migration des cellules réparatrices comme les leucocytes. Et ça va également empêcher d'évacuer les déchets et des résidus liés à la réparation de cette lésion. Tout ça est parfaitement expliqué dans cette autre étude ici que je mets également en lien. Dans le fonctionnement articulaire, le froid va ralentir la production de synovie dans les articulations capsulaires, ce qui donne parfois la sensation d'être grippé par temps froid. Alors, grippé au sens mécanique, pas au sens viral. Du côté musculaire, les mouvements entre les plans de glissement à l'intérieur des muscles seront freinés par le froid, car cela augmente ce qu'on appelle la viscoélasticité musculaire. Du côté neuromusculaire, le froid ralentit la vitesse de l'influx nerveux d'environ 30%. En fait, le froid ralentit tout. Par exemple, saviez-vous que le froid est utilisé pour stopper le fonctionnement du corps et du cœur humain lors d'une opération à cœur ouvert? On descend le corps à 22 degrés et ça met littéralement le corps en état de mort clinique. Le cœur s'arrête, l'encéphalogramme est plat et ça laisse le temps au chirurgien d'intervenir sur un cœur sans contraction. Donc bien entendu, le froid ralentit aussi la cicatrisation des lésions musculaires. Pourquoi? Parce que une inflammation, c'est une activation du système immunitaire qui va détruire ou évacuer les débris provoqués par la blessure et apporter le matériel cellulaire nécessaire à la reconstruction des tissus. L'inflammation est donc un phénomène naturel de guérison. Ralentir l'irrigation sanguine et le drainage lymphatique avec l'application de froid va donc ralentir le processus de cicatrisation et de régénération des tissus. C'est pour cette raison que les spécialistes et les médecins déconseillent de plus en plus toute utilisation d'anti-inflammatoires dans leur protocole, que ce soit des anti-inflammatoires stéroïdiens ou des anti-inflammatoires non stéroïdiens, ou bien l'application de froid. Et toutes les conséquences des anti-inflammatoires sont décrites dans cette autre étude. Peut-être pourrions-nous nous inspirer un peu plus de la médecine chinoise qui nous dit depuis des millénaires que le froid c'est la mort et le chaud c'est la vie. Alors, attention, les internautes fidèles me connaissent, je vais apporter des nuances, car la nuance c'est la vie. Je ne prétends pas que le froid, la cryothérapie, n'a aucune application thérapeutique. Il procure des bienfaits dans le traitement de certaines pathologies lourdes comme l'arthrose, la fibromyalgie, la polyarthrite rhumatoïde, la sclérose en plaques et d'autres maladies de ce type-là. Les meilleurs résultats semblent être obtenus avec la cryothérapie corps entier. Mais cela ne concerne pas, ou très peu, heureusement, les coureurs à pied. Quant aux sportifs qui ont adopté la cryothérapie ou les bains froids à des fins de récupération, ils vont être déçus car la méthode semble être bien moins efficace que le massage ou la pressothérapie, d'après les dernières études comparatives qui ont été faites. Pourtant, certains disent encore « le froid me fait du bien ». S'ils ressentent un bienfait après la séance, c'est principalement dû au sang qui irrigue de nouveau les tissus et à l'action des endorphines. Mais après tout, pourquoi pas S'ils ressentent des bienfaits et s'ils ont l'impression de mieux récupérer, même si c'est un effet placebo, je n'y vois absolument aucun inconvénient, il n'y a pas de souci. Mais revenons-en aux blessures. Les études sérieuses montrent qu'il y a une insuffisance de preuves apportées par les essais randomisés pour déterminer l'efficacité du protocole RICE pour la guérison
de l'entorse chez l'adulte. Je vous traduis les conclusions de l'étude de Van der Beckerom en 2012. On peut donc toujours tenter de prouver que le froid est bénéfique, mais nous sommes des homéothermes, c'est-à-dire des animaux à sang chaud. Et notre fonctionnement ne devient idéal qu'à partir de 37,5 degrés, c'est indéniable. Les échanges chimiques dans les cellules et entre les cellules sont accélérés, la conduction nerveuse est plus rapide, le fonctionnement articulaire et musculaire est favorisé sur le plan mécanique, la chaleur est donc naturellement décontracturante et drainante. Les indications de l'application de chaud sont donc nombreuses en association avec le traitement kiné. Je pense principalement aux contractures, aux tendinopathies ou aux inflammations qui n'en sont pas vraiment, du type syndrome de l'essuie-glace, syndrome rotulien, etc. Alors, que doit-on faire en cas de blessure? C'est les questions que vous vous posez. Doit-on systématiquement mettre du chaud? Eh bien non, car il y a quand même une indication à l'application de froid, c'est la blessure susceptible de saigner et de créer un hématome. J'en vois quelques-uns qui sont soulagés quand même. Donc les propriétés vasoconstructrices du froid, le fait que ça resserre les vaisseaux, ça va permettre donc de limiter l'épanchement de sang et ainsi de limiter les hématomes qui sont un obstacle pour la cicatrisation future. Alors, dans le doute, lorsque la blessure survient brutalement, c'est-à-dire en quelques secondes, on doit partir du principe qu'il y a une rupture de tissu et donc un hématome. C'est pour cela que dans les minutes et les heures qui suivent une entorse, un claquage, une déchirure musculaire, on appliquera le protocole grec ou Rice. Glace, donc appliquer du froid sans discontinuer pour faire baisser la température autour de la blessure. Le repos, ne pas essayer de mobiliser le membre touché. L'élévation du membre pour éviter les afflux sanguins vers la blessure. Et la compression à l'aide de bandes élastiques ou de chaussettes de contention. Les durées de ce protocole Rice ou grec varient suivant la littérature, mais on peut maintenant considérer que le froid aura une utilité dans les 2 premières heures. Certaines études disent 2 à 6 heures. Et ensuite, on laisse faire la nature. À l'opposé, s'il ne s'agit pas d'une blessure soudaine, donc si la douleur est apparue progressivement au cours d'une séance ou à la suite de plusieurs entraînements, eh bien, on applique du chaud ou bien rien du tout. C'est le cas des tendinopathies, des contractures, des syndromes de l'essuie-glace, du syndrome rotulien. Alors, comment fait-on pour appliquer du chaud? Il y a plusieurs moyens pour ça. Avec de l'eau chaude, en laissant couler l'eau quelques minutes sur la zone touchée, en faisant attention de ne pas se brûler, bien sûr. On peut utiliser des poches de glace, et oui, car nos poches de glace sont en règle générale réversibles, c'est-à-dire qu'on peut les plonger dans l'eau chaude ou les passer au micro-ondes pour ensuite se les appliquer. Toujours, comme pour le froid d'ailleurs, on applique un linge entre les deux de façon à ne pas se brûler avec le chaud ou avec le froid. Et puis sachez que pour ce type de pathologie, les kinés, les professionnels de santé utilisent souvent des outils qui chauffent ou qui activent les zones par d'autres modes d'action comme le courant médical, la T-CAR-thérapie, la luminothérapie ou la photobiomodulation comme le Life+, la magnétothérapie, les ultrasons, etc. L'objectif étant d'accélérer les échanges intra- et extracellulaires et non de les bloquer comme avec la glace ou le froid. Donc, pour les blessures soudaines, dans les 2 premières heures, il est préférable d'appliquer du froid par principe de précaution, puis une consultation rapide et une prise en charge kiné aussi rapide que possible. Pour les autres blessures, eh bien, vous adoptez le réflexe chaleur, drainage, massage, Life+ pour ceux qui ont la chance d'en avoir un, etc. Si vous avez le moindre doute, eh bien, c'est le froid, application de froid pendant 2 heures, et puis consultation rapide. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Si vous l'avez aimée et si vous pensez qu'elle pourra aider des coureurs de votre entourage, je vous invite à la partager sur vos réseaux sociaux, à mettre un petit pouce bleu et à poser vos questions dans les commentaires là juste en dessous. Et dans la description de cette vidéo, vous retrouverez les sources qui m'ont servi à étayer cette vidéo et les liens vers mes réseaux sociaux pour continuer à débattre et à poser vos questions. Alors, à très bientôt, bon run, prenez soin de vous, ciao ciao!